Bonjour tout le monde. Je demande. Bonjour, Bonjour tout le Sofiane. monde, bonjour Adams, bonjour Comment vas-tu, Mustafa Sofiane? Ça Zaitraoui va? Bonjour tout le monde. et Bonjour. bonjour Massila. Merci d'activer ta caméra. Et voilà, on te voit. Salut Fatma. Très bien, très bien. Bonjour tout le monde et bonjour à nos chers panélistes pour ce panel sur le sujet de la gestion des déchets. Je rappelle que cet événement rentre dans le cadre de la clôture du programme Transform Africa qui a duré 4 ans et à travers lequel on a travaillé sur 5 thématiques dans la gestion des déchets. On a commencé lundi et puis hier, on avait encore une conférence sur l'efficacité énergétique et aujourd'hui, on va traiter la question de la gestion des déchets. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour dire un petit mot sur le sujet. Donc, on sait très bien que l'amélioration de la gestion des déchets urbains dans de nombreux pays africains constitue de plus en plus un réel défi imposé par une importante croissance démographique, une véritable évolution urbaine et bien sûr l'émergence de nouveaux modes de consommation de la population. Bien sûr, la participation citoyenne à l'action publique pourrait impulser de nouvelles mesures qui vont permettre aux différentes parties prenantes de réussir ensemble la gestion des déchets. Je voudrais remercier Didi Khalid qui est avec nous pour la modération de ce débat. Didi Khalid qui est doctorant, chercheur au cycle doctoral et donc qui travaille sur le sujet du management des organisations, droit des affaires et développement durable, et qui connaît très bien le sujet de la gestion de déchets. Donc, merci encore une fois. Je remercie chaleureusement Monsieur Mustafa Zaitraoui, avec qui on a collaboré sur la production et l'élaboration d'un rapport sur la gestion des déchets au Maroc. On en parlera tout à l'heure dans le panel. Et aussi Monsieur Adam Sijani, avec qui on a commencé l'élaboration initiale de ce sujet de la gestion de déchets au début, à la première conférence inaugurale du programme en 2017 et avec qui on a entamé une grande réflexion. Ça fait plaisir de l'avoir encore une fois avec nous. Il nous parlera par la suite de ce qui a été fait dans le cadre du programme Transform Africa, mais aussi de la situation de la gestion des déchets au Sénégal à travers son travail d'expertise sur le sujet. Je remercie encore beaucoup le soutien de la Fondation Heinrich Böll du bureau de Dakar. On a avec nous Fatma Silla qui nous accompagne et qui nous soutient aussi sur la coordination et sur l'expertise de la Fondation sur place à Dakar. Je remercie encore une fois Fatma d'être avec nous. Je rappelle quelques points, quelques aspects techniques avant de commencer, avant de passer la parole à Monsieur Didier Khalid. Donc, on va enregistrer ce panel. Donc, plus tard, on le publiera sur les réseaux sociaux et sur le site de la Fondation et celui de Transform Africa pour ceux ou celles qui n'ont pas pu nous joindre ce matin pour suivre avec nous le débat. Donc, vous pouvez le trouver en ligne d'ici demain. Et puis, je pense pour ce panel, comme on a une participation marocaine et sénégalaise, donc on est les deux francophones, donc on n'aura pas besoin de traduction anglaise. Et puis, pour les publications liées à la gestion de déchets, ils sont également en ligne dans le site Transform Africa. Et bien évidemment, plus tard, on pourrait aussi mettre à disposition les coordonnées de nos panélistes si besoin. Pour les spectateurs et spectatrices qui souhaitent poser des questions ou commenter, n'hésitez pas. Il y a l'option sur la barre Question and Answer que vous pouvez utiliser pour envoyer vos questions et remarques. Je sais, et ça fait plaisir de voir qu'on a déjà reçu 3 questions, du coup qu'on utilisera plus tard dans la discussion. Voilà, donc je remercie encore tout le monde et je vous souhaite un très bon débat. Je passe la parole à Monsieur Didier Khalid. Bonjour tout le monde. De ma part aussi, je tiens à vous remercier, Monsieur Faris et la Fondation Heinrich Böll pour cette amiable invitation et d'avoir me permettre aussi de modérer ce débat sur une thématique qui me semble toujours très très intéressante et elle a toujours d'actualité par rapport au contexte marocain, mais aussi au continent même africain. Et par la même occasion, je souhaite la bienvenue à tous les participants pour cette conférence et nos panélistes également.
Alors, comme vous savez, effectivement, la question de la gestion des déchets, c'est parmi les problématiques les plus récurrentes au Maroc et qui pose toujours des défis par rapport à tous les parties prenantes, que ce soit en fait pour les citoyens, mais aussi pour les collectivités territoriales et pour tout autre acteur. Bien sûr, nous connaissons tous que le Maroc, je vais juste me focaliser actuellement sur le Maroc. On va commencer d'étudier le cas du Maroc dans la première intervention. Donc, vous savez qu'au niveau du Maroc, plusieurs actions ont été menées dans le cadre, notamment la mise en place un cadre réglementaire relatif à la gestion des déchets ménagers et leur élimination, notamment avec l'adoption de la loi 2800 en 2016. Et il y a aussi la mise en œuvre aussi du programme national du déchet ménager et assimilé, ce qu'on appelle aujourd'hui au Maroc le PNDM. Et dernièrement, en 2009, le Maroc a initié un grand chantier, notamment la stratégie nationale de réduction et de valorisation des déchets, bien sûr qui a été initié en 2019 avec un horizon de 2030, dont le but effectivement c'est de redynamiser le secteur de la valorisation des déchets au Maroc et sans oublier aussi l'aspect territorial qui est très important dans la question de gestion des déchets au Maroc, notamment avec la mise en place bien sûr, du plan directeur provinciaux et préfectoraux de gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc, vous voyez, donc, malgré tous ces efforts-là, on est toujours confronté à cette problématique avec tous les enjeux que se posent au niveau soit de la santé publique, soit de la protection de l'environnement et ainsi de suite. Donc, je vais juste rappeler un petit peu le contexte justement et le travail de la Fondation Heinrich Böll au Maroc sur cette question. Donc, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, en fait, la Fondation a travaillé justement sur l'élaboration d'une étude ou bien un rapport de diagnostic qui reprennent un petit peu l'état de lieu de la gestion des déchets au Maroc et en reformulant effectivement aussi des recommandations très pertinentes pour les décideurs afin d'améliorer le système de la gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc. Alors, en premier lieu, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir effectivement avec nous M. Mostafa Zaïtraoui, qui est un professeur universitaire, chercheur aussi à l'Université Sultan Moulay Slimane, qui s'intéresse beaucoup à cette thématique également. Il a beaucoup travaillé sur la gestion urbaine du point de vue vraiment gouvernance locale et aussi aux questions liées aux conditions de vie et de travail des femmes récupératrices des déchets urbains au niveau du Maghreb. Alors, M. Zaïtraoui aussi, elle a été aussi aussi, elle a été la personne responsable de la mise en œuvre de cette étude au niveau du contexte du Maroc. Et j'aimerais bien lui inviter en fait à nous faire vraiment un état de lieu et de nous présenter un petit peu l'état de lieu de la gestion des déchets au niveau du Maroc, mais aussi de nous présenter les principales recommandations qui ont été voilà, élaborées dans le cadre de cette étude. Alors, à vous la parole, M. Zaïtraoui, merci. Est-ce que vous pouvez juste activer le son, M. Zaïtraoui, s'il vous plaît? C'est bon? Très bien, parfait. Bien. Donc, merci et bonjour à toutes et à tous. Merci à la Fondation Heinrich Böll pour l'organisation de cet espace de débat et d'échange qui traite des questions d'actualité et qui concerne l'ensemble des acteurs de la société. Donc, ma présentation dans ce panel portera sur les résultats d'un travail de terrain co-réalisé avec mon collègue Othman de l'Université Sultan Moulay Slimane. Donc, ce travail il concerne les approches descendantes largement pratiquées en matière de gestion des déchets au Maroc et sur les approches descendantes récemment initiées dans ce domaine de la gestion des déchets. Donc, en effet, les villes marocaines, à l'instar de la plupart des villes africaines, ont resté piégées dans cette approche descendante, top-down, et ont resté lentement sans stratégie ni politique de gestion des déchets. Donc, il faut rappeler que jusqu'aux années 90, peu de pays africains avaient élaboré des politiques et stratégies nationales en matière d'environnement et de gestion de déchets. C'est à l'issue de plusieurs conférences internationales, notamment la conférence de Rio de Janeiro en 1992, que les États prennent en compte la nécessité d'accorder une place significative aux déchets dans les politiques environnementales, compte tenu des effets nuisibles de l'insalubrité
sur la santé des populations et sur les territoires. Vous avez cité, Monsieur le Président, la loi 0028 et le PNDM, à savoir que ces lois sont récentes. La loi 0028 a été élaborée en fin 2006, donc le PNDM en 2008. Donc, ce qui montre que la conscience environnementale, l'élaboration de stratégies est relativement récente dans le contexte marocain. De ce fait, toute intervention sur la question des déchets s'avère particulièrement complexe et nécessite une approche interdisciplinaire de manière à analyser les multiples dimensions. Ceci s'impose aujourd'hui avec beaucoup d'acuité parce que les approches utilisées jusqu'à présent étaient des approches purement techniques, alors que d'autres dimensions devraient être prises en compte. Donc, dans ce travail que nous avons réalisé avec la Fondation Heinrich Böll a conduit à la formulation de 10 éléments clés pour la gestion des déchets ménagers assimilés au Maroc. Donc, nous avons essayé de dresser un état de lieu de la question des déchets qui est marqué par l'existence de sérieux problèmes en amont, tout comme en aval du cycle de gestion des déchets. Et nous avons formulé des recommandations qui ont été déclinées sous forme de 10 éléments que nous avons estimés prioritaires et primordiaux. Donc, il faut préciser que le nombre 10 de ces éléments est complètement subjectif, car nous sommes conscients qu'il existe d'autres éléments qui peuvent apparaître dans des contextes spécifiques et complexes. Donc, sans aucune prétention à l'exhaustivité, nous avons proposé dans ce guide des démarches concrètes partant d'une entrée importante, celle d'un changement d'échelle. Celui-ci s'impose aujourd'hui et devrait être mené par une réflexion sur le rôle de l'action publique dans la mise en place des programmes et des projets liés à la gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc, sur le plan méthodologique, pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes basés sur une analyse documentaire et une évaluation des expériences menées dans certaines villes marocaines. Nous nous sommes basés aussi sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès des acteurs concernés par la gestion des déchets, soit l'acteur privé, public ou informel. L'élaboration de ce document s'inscrit dans cette optique de changement d'échelle et vise à amorcer un dialogue multi-acteurs et à inciter tous les acteurs concernés à réfléchir sur toute piste possible d'amélioration de ce secteur. Donc, je vais essayer d'exposer les 10 éléments, élément par élément, que nous avons proposé et recommandé dans ce rapport. Le premier élément est celui de promouvoir l'accès à l'information environnementale et sa diffusion auprès du grand public. Cet élément, à nos yeux, est très fondamental car en matière de gestion des déchets ménagers assimilés, il est à souligner que l'information censée être partagée par les communes et les organismes centraux avec les citoyens. Donc, cet élément est quasi absent dans le secteur de la gestion des déchets, malgré son caractère constitutionnel et juridique. Donc, à savoir que la Constitution marocaine de 2011 reconnaît dans son article 27 le droit d'accès à l'information aux citoyens et aux citoyennes. À savoir aussi que la loi 3113 relative au droit d'accès à l'information auprès de toutes les administrations et institutions publiques est entrée en vigueur en mars 2019. Aussi, donc, la Charte de l'environnement et du développement durable indique que toute personne a le droit d'accès à l'information environnementale à caractère public et dans les conditions définies par la loi. De son côté, la loi concernant les déchets 2800 relative à la gestion des déchets et à leur élimination vise l'information du public sur les effets nocifs des déchets, etc. Donc, le constat à faire aujourd'hui sur ce sujet est celui d'une difficulté d'accès à l'information, mais aussi de manque de dialogue en général, et ce, en dépit d'une importante volonté introduite, comme je disais, sur la Constitution et sur l'aspect juridique. Le deuxième élément que nous avons proposé est celui d'adopter une politique territoriale de réduction à la source et de prévention de production des déchets. Donc, c'est un élément qui devrait être pensé en amont du cycle de gestion des déchets, notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation d'un bien. Donc, il vise à faciliter la gestion ultérieure des déchets, notamment par la réduction des quantités de déchets produits et de leur nocivité ou par l'amélioration de leur caractère valorisable. De nos jours, dans le contexte marocain, seuls deux principes
principales réalisations initiées par le ministère de tutelle ont pu être concrétisées, notamment la première concerne l'élimination des sacs en plastique et leur remplacement par des sachets biodégradables, la loi 77-15, avec un grand effort dans la sensibilisation. Et la deuxième concerne l'écotaxe sur l'utilisation des matières premières plastiques. Le troisième élément est celui d'encourager et promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets. Donc, il s'agit de faire de la réutilisation un créneau. Monsieur Saad, oui. Oui. Apparemment, il y avait une coupure de son, mais maintenant, je pense que c'est résolu. Très bien. C'est bon, d'accord. Donc, je parlais du troisième élément concernant l'encouragement, la promotion du recyclage et la valorisation des déchets. Donc, je disais qu'il s'agit de faire de la réutilisation un créneau à fort potentiel de contribution à la réussite de la gestion globale des déchets. Ceci pourrait mieux passer par un portage institutionnel par les collectivités territoriales, notamment les communes, mais aussi à travers une forte implication de la société civile, de l'école et des programmes scolaires. Le quatrième élément est celui d'appuyer le trait sélectif et la séparation des flux à la source. Le trait à la source est l'un des principaux volets de la gestion des déchets qui accuse toujours un retard considérable au Maroc, hormis quelques expériences très caduques initiées par la société civile. Depuis la fin des années 90, notamment les expériences qui ont été menées à Essaouira, Ben Slimane, Beni Mellal, Mohammedia, Meknes. Donc, la collecte sélective est certes une nécessité, mais il faut dire qu'il ne s'agit pas d'une simple décision ou encore une simple clause intégrée dans les cahiers de charges à la veille d'un appel d'offres, mais il s'agit par contre d'un véritable travail de réflexion et de planification collective vis-à-vis de tout un ensemble d'impératifs organisationnels, financiers, de gestion, dans une optique de pérennité. Le cinquième élément est celui de renforcer la participation de la société civile et des citoyens. Contrairement à la majorité des services publics, comme les services de l'eau, de transport, d'autres services communaux, où le citoyen est généralement soit un simple consommateur ou usager, la question des déchets solides a la particularité d'être un service public totalement dépendant de l'implication des citoyens et de leur collaboration au quotidien. Donc, au Maroc, l'incitation à la participation de la société civile à la chose publique est désormais un acquis très important parce que la Constitution marocaine, dans son article 12, a reconnu la société civile en tant que nouvel acteur de développement en matière de protection de l'environnement. La loi aussi relative aux études d'impact sur l'environnement, aussi la loi 2800 relative à la gestion des déchets, ils avaient fait de la participation des citoyens et de la société civile une avancée en la matière. Aussi la charte communale, plutôt la charte nationale de l'environnement et du développement durable de 2009 a consolidé donc les acquis de la participation de la société civile. Cet élément, malheureusement, devrait être encore décliné au niveau territorial par une implication effective de la participation des citoyens et de la société civile et les doter des moyens nécessaires pour que l'acteur associatif soit un acteur à part entière dans cette gestion. Le sixième élément est celui d'améliorer la reconnaissance sociale des métiers liés à la gestion des déchets. Donc, l'exercice du métier et ces tâches journalières dans le domaine des déchets ne peuvent être réussies sans une vision d'amélioration globale et un investissement dans la reconnaissance sociale et la requalification d'individus. D'une manière générale, il faut prévoir une formation diplômante, mais aussi une formation continue, qualifiante, ainsi que le renforcement des capacités aussi bien managériales que techniques et de la communication du personnel et des cadres, des techniciens, des ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Le septième élément est de reconnaître le secteur informel et analyser les opportunités de collaboration. Donc, comme on le sait, il y a des milliers de personnes, d'hommes,
de femmes, d'enfants qui travaillent d'une manière informelle, qui vivent dans la marge de la société et qui sont des travailleurs de déchets. Donc, tous ces récupérateurs alimentent des grossistes. Ils sont un maillon qui travaille en collaboration avec d'autres maillons. En fait, il s'agit d'un système informel, mais qui est très bien organisé. Donc, il est nécessaire d'élaborer un plan social pour la prise en charge du secteur informel en vue d'intégrer les récupérateurs informels dans l'économie du recyclage et améliorer les conditions sociales et environnementales de leur activité. Donc, dans ce cas, il est important de signaler le seul cas réussi à nos jours est le cas de la coopérative Tawafouq de la décharge publique de Mazza de Rabat. Le huitième élément est celui de promouvoir l'intégration des petites entreprises dans la gestion des déchets. On sait que les opportunités de la création d'emplois qu'offre le secteur des déchets sont paradoxalement limitées entre deux grandes parties. La première partie, c'est de grands groupes d'opérateurs privés ayant un important capital et un grand savoir-faire, et une autre partie qui est informelle. Donc, il est entre les deux composantes, on ne trouve presque pas de petites sociétés formelles, et ce, malgré un important potentiel de création d'entreprises et d'emplois qu'offre ce secteur. Donc, la création de ces petites entreprises en gestion des déchets devrait non seulement permettre d'importantes opportunités de création d'emplois, mais pourrait aider aussi à résoudre de nombreux problèmes tels que la collecte sélective, par exemple, la collecte des encombrants, des déchets inertes, la collecte et la valorisation, etc. Le neuvième élément est celui d'améliorer les contrats et les cahiers de charges de la gestion des déchets. Les CPS, comme on sait, représentent les plus importants outils dont disposent les communes pour améliorer la qualité du service et sa rentabilité. Donc, la révision des contrats et cahiers de charges est une des principales pistes qu'il faudra emprunter pour toute amélioration de la gestion actuelle des déchets ménagers assimilés au Maroc. Un premier travail a été déjà initié par la DGCL pour améliorer les CPS, notamment en introduisant une étude de faisabilité en vue d'améliorer les conditions d'aboutissement des contrats et garantir en même temps l'équilibre financier et la contractualisation. Le dernier élément est celui de renforcer la gestion des déchets dans les zones rurales. Donc, les zones rurales et aussi de nombreuses communes, des petites communes périphériques des grandes villes, ils vivent dans une grande contrainte de gestion des déchets, ce qui cause des impacts environnementaux et donne souvent lieu à la formation de véritables ceintures noires, rurales et périurbaines, avec d'importants enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux. Donc, face à cette situation de plus en plus préoccupante, caractérisée par une dualité de gestion urbaine-rurale, parce qu'on prête plus d'attention à l'urbain, alors que le rural, il est toujours en marge de toute attention, par le manque d'infrastructures, par le manque de moyens nécessaires de gestion. Donc, voilà, donc j'ai exposé les 10 éléments recommandations que nous avons proposés à l'ensemble des acteurs et qui peuvent permettre d'intervenir en prenant compte différents aspects de la gestion des déchets. Et je reste à votre disposition pour des questions concernant les éléments que je viens d'exposer. Et merci. Merci, M. Zaïtraoui, pour cette présentation dans laquelle justement vous avez essayé de nous donner un peu l'idée sur l'étude que vous avez réalisée dans ce cadre et en citant également des éléments fondamentaux pour la réussite d'un écosystème effectivement dans la gestion des déchets dans le contexte marocain. Maintenant, je vais passer la parole directement à Monsieur Adam Sidjani, qui est professeur à l'Université de Dakar et fondateur de l'Institut des métiers de l'environnement et la météorologie. Il est également expert en gestion des déchets au Sénégal et un des acteurs engagés pour la protection de l'environnement. Il est également aussi fondateur, rédacteur en chef de la revue Vue, qui est la première magazine d'Afrique de l'Ouest dédiée aux problématiques environnementales. Alors, Monsieur Adam, est-ce que vous pouvez nous faire juste une petite
présentation de l'expérience des bonnes pratiques de valorisation des déchets au Sénégal à travers la promotion effectivement d'un aspect qui est fondamental, qui a été soulevé tout à l'heure par M. Zaïtraoui, celui de la valorisation justement du tri dans la transformation des déchets. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je dis bonjour à tout le monde. Je pense que je rencontre des visages qui me sont familiers depuis le temps que je viens au Maroc. Et je pense qu'avec la COVID aujourd'hui, on est obligé de faire des téléconférences. Je remercie la Fondation de m'avoir associé à cet événement et je félicite les membres de la Fondation de l'organisation d'un tel événement, vu l'importance aujourd'hui de la gestion des déchets dans nos pays. Je vais tout juste essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Pas encore, mais ça devrait pas tarder. C'est bon. Je pense, pour moi, c'est bon, oui. OK. Donc, en fait, moi, je vais faire un focus sur la gestion des ordures ménagères parce que je considère que les déchets générés par les entreprises, les déchets générés par les bâtiments, etc., ce sont d'autres types de déchets pour lesquels je pense que il y a quand même une régulation qui fait que la gestion est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est la gestion des déchets, des ordures ménagères. Et moi, je suis partisan du fait qu'aujourd'hui, nous devons construire notre propre modèle intégré. Aujourd'hui, si vous voyez, dans la plupart des capitales africaines, on a vu qu'avec la démographie, on a l'explosion des volumes d'ordures ménagères à collecter et à traiter. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais pu justement sortir une filière intégrée et efficace. Pourquoi? Toujours est-il que c'est peut-être le précédent orateur, Mustapha, que je félicite au passage, en a parlé par rapport à la gestion des contrats, par rapport au cahier de charges. Donc tout ça, ça fait défaut. Mais il faut reconnaître une chose, la gestion des déchets a toujours été un secteur qui est très sombre et c'est là-bas où justement, excusez-moi du terme, il y a des malversations extraordinaires, ce qui fait que ça n'a pas marché. Donc, résultat des courses aujourd'hui, on voit que des villes comme Kinshasa, qu'on appelait Kin la Belle, aujourd'hui est devenue Kin la Poubelle. Au Sénégal, nous avons la décharge de Bobos qui déjà occupe un certain nombre, je pense, 12 hectares et est en train encore de prendre de l'ampleur du fait qu'il n'y a pas du tout de gestion de cette décharge. Et notamment, aujourd'hui, nous avions fait un article là-dessus en disant que Bobos, c'est vraiment une bombe écologique. Vu le volume de méthane qui se trouve dans la décharge, le jour où il y aura une explosion, comme j'ai dit, c'est tout Dakar qui disparaîtra. Nous avons eu justement une explosion d'une décharge à Cotonou qui a fait une douzaine de morts. Vous avez également l'explosion des dépotoirs d'ordures sur des maisons. Ça, c'était dans un pays comme le Togo, où vous avez une décharge qui est tombée sur des maisons et ça a entraîné des morts. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Dans les villes, on essaie de parer au plus pressé. Nous, au Sénégal, on fait ce qu'on appelle du 7-7, donc le nettoyage. On l'a rendu plus sexy ces dernières années. On l'a appelé des Cleaning Days. C'est tous les samedis du mois à Dakar, on choisit un quartier. Les gens font du 7-7. Mais comme je dis toujours, vous nettoyez les ordures ménagères, vous nettoyez les ordures, mais qu'est-ce que vous en faites après? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas de recyclage. Il y a l'exemple également à Casablanca, bon ça vous le connaissez bien, c'est le suivi des GPS, des bennes, des bacs et des chariots de collecte. Dans un pays comme Abidjan, ils veulent remplacer la décharge par une usine de traitement. Là aussi, c'est embryonnaire. Mais jusqu'à présent, toutes les actions qui ont été faites par-ci et par-là, dans les grands villes du continent, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? La situation est là. Les déchets, vous allez dans n'importe quel pays africain, chaque année, on a des milliards de déchets et ça ne marche pas.
Donc, ça ne marche pas parce qu'en partie, la collecte, attendez, j'ai un problème la collecte et le traitement est sous-dimensionné et le recyclage, il n'est pratiquement pas, il est inexistant. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez la typologie des déchets, tout ce qui se trouve dans les déchets est aujourd'hui recyclable. Nous avons également le rapport avec les déchets. Si je me réfère à l'enquête que nous avons menée dans un quartier de Dakar, la gestion des déchets dans nos familles, elle est confiée à la ménagère. Donc, c'est une femme qui n'a aucun niveau d'éducation à qui vous confiez la gestion des déchets. Cela veut dire que si vous voulez faire un tri de déchets avec une femme pareille, ça va être très difficile. Parce qu'en général, la gestion des déchets, ce n'est pas la femme, la maîtresse de maison qui gère les déchets. Parce qu'on considère que c'est un domaine qui est relativement sale, on peut faire le confier à la ménagère, avec toutes les conséquences que cela peut avoir si aujourd'hui, on viendrait à organiser un tri. C'est pourquoi nous prenons toujours que l'organisation du tri doit d'abord se faire par une formation, justement, de ces personnes qui gèrent les déchets dans les ménages. Pourquoi les gens ne vont pas, puisqu'on dit aujourd'hui, dans la gestion des déchets, on peut créer énormément d'emplois. Je pense que nos politiques sont assez sceptiques. Ils sont sceptiques et donc ce qui fait qu'ils ne s'investissent pas par rapport aux opportunités qui se présentent par rapport à la gestion des déchets. D'où nous pensons que l'urgence pour les décideurs, les États, d'établir un partenariat avec de nombreux acteurs, entreprises locales, étrangères, associations, devrait conduire à un meilleur modèle de gestion. Et pour moi, je trouve que c'est un modèle qui reste à inventer. Donc, qui dit modèle à inventer, veut dire un modèle qui tient compte des réalités socio-culturelles. Cela veut dire quoi? Si je mets en place un modèle à Dakar, il n'est pas dit que ce modèle mis en place à Dakar pourrait marcher au Maroc. Il pourrait marcher en Afrique du Sud. Donc, je pense qu'on devrait créer notre propre modèle en tenant compte justement de ces réalités socio-culturelles. Donc, ce modèle va articuler la collecte des déchets à leur traitement. Cela veut dire qu'on va valoriser le traitement, on va favoriser le tri, je viens d'en parler, et ça, il y a des prérequis. Et la valorisation qui représente un réservoir d'emploi, je viens de le dire, et de richesse, est également un moyen pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais cette valorisation, elle ne serait possible que lorsque l'État accepterait que les universitaires, qu'il y ait un background de recherche, un backup de recherche. Si vous n'avez pas un backup de recherche, supposons que je prenne l'exemple du plastique. Lorsque vous allez le valoriser en faire des produits, pour que ce soit des produits durables, il faut au préalable que vous ayez fait une étude sur la durabilité du produit, sur justement sa résistance au soleil, sa résistance à l'humidité, etc. Et ça, c'est la recherche qui peut vous apporter des éléments de réponse. Il faut limiter l'accumulation des rebuts organiques dans les décharges émettrices de méthane. Ça, nous y reviendrons par rapport au schéma sur lequel nous pensons. Et il faut impliquer tous les acteurs. Ne mettre personne sur la touche, donc appeler tout le monde à un débat. Donc, si je me remémore un peu à ce que nous avions fait à l'époque, ici, donc, à Dakar ou dans notre quartier où se trouve notre institut, on avait fait une enquête justement dans ce quartier. Et ce qu'on nous avait constaté, c'est que 78% des familles sont prêtes aujourd'hui à adopter le tri des déchets. Ce qui est quand même, je dirais, encourageant. Parce qu'on aurait pu s'attendre que les gens soient réticents par rapport à cela. Ils seraient réticents d'autant plus qu'au Sénégal, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais au Sénégal, vous payez la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM. Donc, ça veut dire que le citoyen, quand il paye la taxe sur les ordures ménagères, il considère que c'est l'État qui doit gérer ses déchets. Ce n'est pas à lui de gérer ses déchets. Donc, ce qui fait que si nous voulons changer, aller vers le tri, cela veut dire que la réglementation du pays doit changer. Vous ne pouvez pas demander à des ménages de payer la TOM alors que vous leur confiez la gestion des déchets. Ce n'est pas possible. Soit vous supprimez la TOM et justement, vous allez vers un modèle où aujourd'hui, on pourrait installer des déchetteries dans les quartiers. Et là, vous voyez que d'après notre enquête, vous avez 91% des foyers qui sont d'accord pour l'installation d'une déchetterie. Mais là, il faut mettre un bémol.
Les gens sont d'accord pour la déchetterie, mais personne n'est d'accord pour que la déchetterie soit derrière sa maison. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des déchets organiques, ça sent, je dis ça schlingue, ça sent mauvais. Donc, en fait, c'est le concept de NIMBY, not in my backyard. Vous pouvez mettre la déchetterie où vous voulez, mais pas derrière chez moi. Mais justement, cette question justement de mauvaise odeur, nous allons proposer une solution par rapport au modèle que nous voyons dans nos pays. Ensuite, là, c'est très important et c'est un résultat important. Vous avez 76% des ménages aujourd'hui qui sont prêts à payer pour qu'on vienne leur enlever les déchets de chez eux. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je ne sais pas dans les autres pays, mais au Sénégal, souvent, il y a des grèves des éboueurs. Ils ne viennent pas ramasser les déchets. Normalement, même, ils devaient aller en grève mardi, mais ils ont suspendu ce mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sortent leurs déchets de chez eux. Lorsque les éboueurs ne passent pas, quand ils en ont marre, ils déversent les déchets sur la rue. Et donc, ils entravent la circulation des personnes et des véhicules, ce qui peut créer justement des embouteillages avec toutes les conséquences que l'on sait, aussi bien sur l'économie, etc. Mais là aussi, si la personne aujourd'hui, elle est prête à payer un particulier ou une start-up pour lui enlever ses déchets, vous ne pouvez pas demander à cette même personne de payer la tome à l'État par rapport à la gestion des déchets. Donc, d'où la nécessité de changer notre réglementation. Donc, nous, ce que nous imaginons, c'est un peu c'est ce que j'avais présenté à l'époque à la Fondation, c'est donc d'organiser le tri, la collecte et le transport. Ça, justement, les jeunes peuvent le faire. Il faut former les jeunes, justement, sur le tri, d'abord les femmes de ménage sur le tri des déchets. Ensuite, la collecte et le transport, il faut former les jeunes sur la typologie des déchets, leur apprendre surtout en termes de santé et sécurité au travail, parce que la collecte et le transport des déchets, ça peut être dangereux. Ils peuvent en prendre des maladies, donc il faut les former. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui vont travailler, qui seront dotés des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire de bottes, de tenues, de gants et tout ceci, etc. Maintenant, mettre en place un point vert. Le point vert qui sera, comme on l'a dit, mis dans chaque quartier, à la seule différence ici, dans ces points verts, nous n'allons pas envoyer des déchets organiques. Les déchets organiques seront gérés par ce que nous appelons le lombricompostage. Le lombricompostage, tout le monde sait ce que c'est. Il suffit de mettre des lombricompostages dans chaque ménage. Tout ce qui est déchets organiques, qui est supposé occasionner de mauvaises odeurs, seront gérés à l'intérieur de la famille, de la maison. C'est-à-dire qu'il y aura une accumulation de ces déchets dans le lombricompostage. Il y aura les réactions qui vont se produire. Et justement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse récupérer ce compost, analyser sa valeur en termes d'engrais et justement pouvoir, à partir de jeunes qui seront investis dans ça, si l'engrais est de bonne valeur, on le conditionne dans des sacs et on pourrait le vendre, ce qui nous permettrait aujourd'hui d'éviter d'utiliser des pesticides pour notre agriculture, avec toutes les conséquences que l'on sait pour les pesticides. Mais ce qui est important, c'est que le point vert que vous allez créer, ce point vert ne va plus dégager de mauvaises odeurs, puisque dans ce point vert, vous n'aurez que des déchets comme le plastique, le métal, etc., des déchets qui ne gênent personne en termes d'odeur. Et de maintenant, à partir de tous ces déchets qui sont dans les points verts, c'est développer la filière de recyclage. Nous, par exemple, en termes de plastique, en termes de pneus et déchets plastiques, on les utilise pour faire des aménagements. On fait des tables, on fait des pots de fleurs, on fait des trucs. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses avec les déchets. Donc, dans ce mécanisme, on éviterait justement la décharge. On supprimerait la décharge. Puisque tous les déchets qui se trouvent tout ce qu'on trouve dans les ordures ménagères, ça peut être recyclé. Et là, par exemple, vous me direz, mais et les déchets électroniques, justement, là, nous sommes en train de travailler pour mettre en place une formation pour les jeunes, pour la gestion des déchets électroniques. Parce que les déchets électroniques vont prendre de plus en plus de l'ampleur. D'autant plus que dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, on va vers le mix énergétique.
c'est-à-dire qu'on supprime l'utilisation du pétrole, on va vers des panneaux solaires. Les panneaux solaires, ils n'ont pas une durée de vie éternelle. À un certain moment, il faudra les remplacer. Les batteries, n'en parlons pas. Les batteries sont extrêmement dangereuses avec le PCB qui est à l'intérieur. Donc, tout ça, il faudrait anticiper sur, justement, ces nouveaux types de déchets qui vont venir, et les déchets électroniques prennent d'autant plus d'ampleur que l'Europe et les États-Unis nous envoient je dirais, des appareils de seconde main, soi-disant pour combler le gap informatique ou de la connexion. Mais en fait, ce sont des appareils que lorsqu'ils arrivent chez vous, que vous ne pouvez utiliser que peut-être pendant 1-2 mois, et ils se retrouvent à la casse. Et ce que je leur dis toujours, vous nous envoyez la patate chaude, nous en Afrique, on n'a pas les compétences pour ces déchets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le trafic des déchets électroniques est le 4e trafic au monde, après celui de la drogue, des êtres humains, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire que ça prend de l'importance. Donc, j'aimerais finir pour vous montrer un peu le film que nous avons réalisé avec la Fondation par rapport à la sensibilisation des déchets. Donc, si vous permettez. sama càmmiñ allahu nga baal ma waaye yaakaar nga ni buntu kër gu ne buñ fa doon teg pollu mbalit boo xamante ni daa ànd ak kubéer nga jël lépp ni ràpp ci biir toog di xaar kon xam nga ni du demee ni waaye soxna si ci kaw oto mbalit di romb di jëlee mbalit bi ci buntu kër yi ndax gis nga buñ deful lool nii lay mujj woon waaye dinaa la xamal dara rek gis nga bu ñuy soog a jël suñu indépendance ñun nguur bi digale woon na ni kër gu ne na nga am pollu mbalit bale sa buntu kër ba mu set wecc su ko defee jàmm na ñooy te muy dëgg waaye léegi xoolal rek doy na waar de lii du civisme ñaaw na de lii ñàkk civisme la waay seetal suñu gox mooy aar suñu bopp. Donc, ce film, en fait, résume vraiment la problématique de la gestion des déchets dans nos pays. Donc, voilà, Monsieur le Président, ce que j'avais donc à dire. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Adams, pour cette présentation très intéressante en partageant avec nous et avec tous les participants les bonnes pratiques justement et la sensibilisation que vous avez faite auprès des ménagères justement et auprès des citoyens sur la question des gestions des ordures ménagères et en valorisant également l'aspect de la collecte et du traitement des déchets dans les pratiques des citoyens. Alors, je vais juste profiter un petit peu avant de donner la parole à Sofiane Fares pour qu'elle intervienne sur des aspects techniques et je vais juste profiter de votre présence pour vous poser une ou deux questions par rapport à votre intervention. C'est justement, vous avez soulevé tout à l'heure le rôle de l'université dans la formation et dans la promotion de la recherche sur les questions liées à la gestion des déchets. Alors, pour vous, en tant que directeur de l'Institut du métier de l'environnement, comment vous voyez en fait l'importance aussi de l'entrepreneuriat, de la sensibilisation des jeunes à entreprendre dans les questions liées à l'environnement, ou bien ce que vous préférez toujours appeler les problèmes sociétaux, hein, et comment vraiment la formation universitaire peut aussi aider et accompagner les sociétés et les pays africains dans sa transformation socio-écologique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, je ne parviens pas à revenir, je ne sais pas si vous me voyez, mais bon, je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on parle d'entrepreneuriat des jeunes. Mais vous savez, que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ça, c'est une première des choses.
Moi, au niveau de l'Institut, mon credo, c'est justement, je ne veux pas former des demandeurs d'emploi. Notre objectif, c'est de former des gens qui vont créer des startups. Donc, je pousse les jeunes justement à aller vers ça. Quand je vous ai donné l'exemple de la déchetterie, du lombricompostage. Je vais essayer de pousser les jeunes à s'investir dans cela parce que je sais qu'il y a un fort potentiel derrière. J'ai essayé de pousser les jeunes à gérer les déchets inertes. Les déchets inertes, c'est également une source. Donc, on essaie de les pousser dans le plastique également. Bon, parce que moi, je fais ma thèse dans le plastique, donc je connais assez bien le plastique, je sais comment le valoriser. Et malheureusement, dans tout ce que nous pouvons faire, si nous voulons mettre, je dirais, avoir un très bon entrepreneuriat, la recherche, elle est incontournable. La prise en charge des problèmes sociétaux, c'est une chose, mais la résolution de ces problèmes nécessite un savoir-faire. Et ce savoir-faire, en général, on le trouve au niveau des instituts de recherche, on le trouve au niveau des universités. Donc, cela veut dire qu'il faut indéniablement qu'on puisse travailler la main dans la main. Mais mon gros problème aujourd'hui, c'est la passivité des jeunes. Les jeunes, tous, tout à l'heure, Mustapha l'a dit, les récupérateurs, ils ne sont pas valorisés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans cette valorisation des récupérateurs, vous pensez que les jeunes vont s'investir dans ça? Ce n'est pas possible. Alors, c'est pourquoi moi, dans mon schéma que j'ai proposé, peut-être que je ne l'ai pas détaillé, si un jeune dans un quartier, il gère par exemple une cinquantaine de maisons, en raison de 5 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10 € par mois, mais ce jeune peut s'en sortir. Il faut que ce soit aussi, quand on monte un business, il faut que ce business soit durable. Les déchets, il y en aura toujours. Du moment que les gens sont prêts à payer, à ce moment, on est vers des emplois qui sont durables. Maintenant, il faut les rendre décents. Durable, c'est bien, mais il faut les rendre décents pour justement matcher un peu les obligations du BIT. Voilà, Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question correctement. Parfaitement, monsieur. Merci beaucoup, professeur Adam. Maintenant, je donne la parole à Soufiane Faris. Soufiane, vous voulez intervenir? Merci Khalid et merci Monsieur Adam Tijani pour le partage. Je vois les réactions déjà qu'on a reçu pas mal de réflexions et pas mal de questions adressées à toi aussi à Mustapha. Je crois qu'on laissera ça tout à l'heure pour le débat si vous voulez bien attendre. Je voudrais juste aussi informer qu'on parlait de cet événement et à la fin de cette journée, on aura un autre débat qui est mené par Salah Media, qui est une web radio et qui va aussi traiter la gestion des déchets. En format web radio avec des invités. Donc, on partagera cette info plus tard dans notre page Facebook. Et je voudrais aussi remercier les intervenants et surtout les spectateurs parce que je vois pas mal de réactions et des questions. Donc, on voit que le sujet est passionnant et enfin, il y a beaucoup d'intérêt à trouver des solutions alternatives pour la question de la gestion des déchets. Je repasse la parole maintenant à Didi Khalid pour le mot sur Fatma Silla. Merci Soufiane pour cette intervention et je remercie aussi tous les participants d'être interactifs aussi et d'avoir posé ces questions qui me semblent très très importantes. Je vois déjà en fait pas mal de questions qui sont très très pertinentes par rapport à cette problématique et nous reviendrons tout à l'heure en fait après l'intervention de Madame Silla pour apporter des éléments de réflexion par rapport à ces questions. Alors maintenant on va passer à un autre aspect qui est fondamental aussi dans la question de la gestion des déchets, c'est notamment la gestion des déchets plastiques au Sénégal. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Fatma Silla. Elle est coordinatrice du programme écologie à la Fondation Heinrich Böll. Elle est responsable également de la composante écologie. Et elle va nous présenter l'état des lieux de la gestion des déchets plastiques au Sénégal et le travail de la Fondation et ses partenaires dans la lutte contre la pollution plastique au Sénégal. À vous la parole, Madame Fatma. Merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, à tous les internautes qui nous suivent. Et tout d'abord, merci à Soufiane de nous avoir conviés à venir partager sur ce panel de clôture du programme Transform Africa. C'est un plaisir de partager ce plateau avec des experts éminents. Donc, mon intervention va plus porter sur ce que la Fondation fait en matière de lutte contre la pollution plastique.
parce que mon intervention d'aujourd'hui va pas porter peut-être sur la gestion des déchets de manière globale, mais je vais mettre le focus plus sur tout ce qui est gestion des déchets plastiques au Sénégal et le travail que mène la Fondation avec ses partenaires dans cette lutte. Donc, si vous me permettez, je vais partager mon écran. Pas de souci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça vous? Oui, d'accord. D'accord. Donc, voici un titre assez provocatrice. La gestion des déchets plastiques au Sénégal entre volonté politique, parce qu'il y a une volonté politique affichée au niveau de l'État, du gouvernement, mais aussi au niveau des faits, qu'est-ce qu'en était réellement. C'est cela que peut-être je vais... Ça, c'est une image assez illustrative de l'ampleur de la pollution plastique au niveau du Sénégal. Le plastique est maintenant partout au niveau de nos océans, dans les plages, au niveau des arbres. Parce que si à l'entrée de nos grandes villes, d'habitude, c'est les plastiques qui vous accueillent, au niveau des perchés, au niveau des arbres. Donc, c'est une problématique environnementale, mais je veux dire même sanitaire et économique, parce que ça plombe sur les secteurs de la pêche, du tourisme, le Sénégal en tant que pays touristique, voir des tonnes de plastique au niveau de nos plages aussi. C'est pas ruisant du point de vue image que l'on va donner au niveau mondial. Et en termes de production, le Sénégal produit près de 200 000 tonnes de déchets plastiques par an, qui est assez énorme. Et sur ces 200 000 tonnes de déchets plastiques, Dakar, la capitale sénégalaise, produit la moitié, c'est près de 100 000 tonnes. C'est presque 250 000 tonnes par jour. Donc, cette forte production n'est pas comblée par un système de recyclage, parce que sur ces 200 000 tonnes de déchets produits par an, seuls 4%, c'est-à-dire 9 000 tonnes, arrivent à être recyclés dans les 2 unités de recyclage que le pays dispose. Donc, c'est assez faible en termes de recyclage et l'essentiel des déchets plastiques acheminés, collectés au niveau des maisons et acheminés au niveau de notre décharge de Mbobes, notre célèbre décharge de Mbobes, qui est célèbre pas de par son nom, mais de par ses répercussions sur le plan environnemental, parce que c'est l'une des plus grandes décharges au niveau même mondial, je peux dire, en termes de superficie, mais aussi en termes de déchets qui sont jetés tous les jours. Et là, au niveau de la décharge, le mode de gestion de ces déchets plastiques, c'est uniquement l'incinération. À part les petits récupérateurs qui sont au niveau de cette zone-là et qui récupèrent tout ce qui est bouteilles et qui va les transporter dans les petites unités de recyclage dans ces zones de Kermassar, qui est proche de la décharge. Mais l'essentiel type de gestion de ces déchets plastiques, c'est l'incinération. Avec là, vous le voyez, des fumées qui sont générées dans cette zone-là et avec des répercussions sur le plan environnemental, mais également sanitaire. Donc, le Sénégal, ça constitue vraiment une limite par rapport à la gestion des déchets plastiques. C'est l'absence d'infrastructures pour permettre de valoriser et de gérer adéquatement ces déchets plastiques. Et pour en venir au cadre juridique, parce qu'il y a un cadre juridique qui est là, qui permet si elle était mise en œuvre de manière adéquate, une gestion adéquate et durable des déchets plastiques. Mais malheureusement, on sait qu'avec le Code de l'environnement, qui est le cadre juridique de gestion des déchets plastiques, des déchets de manière globale au Sénégal, mais c'est tenant compte de l'ampleur de la problématique du plastique, l'État du Sénégal a pris une loi en 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation et de la détention et de l'usage des déchets plastiques de faible micronage et une gestion rationnelle des déchets plastiques. Malheureusement, les résultats escomptés avec cette loi n'ont pas été atteints, puisque cette loi interdisait uniquement les déchets plastiques de 30 microns. Et là, les industriels ont pris les brèches pour produire des plastiques d'autres couleurs, parce que dans la loi, on disait les plastiques noirs. Donc, ils en ont profité pour produire maintenant des plastiques. Vous verrez au Sénégal des plastiques de couleur verte, jaune, rouge, pour tout simplement contourner la loi, mais aussi du point de vue micronage. Parce que c'était 30 microns qui étaient interdits. Ils ont produit des déchets plastiques de micronage supérieur à 30. Donc, du point de vue de la loi, ils ne sont pas
à attaquer là-dedans. Et c'est dans ce cadre que l'État a vu que la loi n'a pas peut-être donné les résultats escomptés, qu'une nouvelle loi a été votée en 2020, le 8 janvier, et mise en application le 20 avril dernier. Et cette loi a été saluée de manière unanime par peut-être les acteurs de la société civile parce qu'elle est innovante en matière de tout ce qui est la responsabilité élargie des producteurs. Parce que les producteurs, la loi les indexe pour une prise en charge, une responsabilité par rapport à la gestion des déchets plastiques qui sont générés, mais aussi par rapport à tout ce qui est l'économie circulaire avec la valorisation, le recyclage. Et aussi en termes d'innovation, il y a la consignation qui est inscrite au niveau de la loi. Donc, cette loi, si elle est appliquée dans toute sa rigueur, peut permettre au Sénégal d'avoir une gestion durable des déchets plastiques. Mais pour le moment, les décrets d'application ne sont pas encore sortis. Donc, il y a beaucoup de choses à faire que la société civile doit accompagner par rapport à des recommandations pour que les décrets d'application soient bien ciblés et qu'on puisse avoir des résultats sur tout ce qui est gestion des plastiques au Sénégal. Ce qui m'amène un peu à partager avec vous le travail de la Fondation sur la pollution plastique. Parce que comme vous le savez, au niveau de Dakar, dans notre programme écologie, l'axe phare, c'est le développement urbain durable. On ne peut pas parler de développement urbain durable sans une gestion rationnelle et durable des déchets. Et nous, notre axe, c'est on ne peut pas travailler sur l'ensemble des types de déchets, donc on a pris l'option de travailler sur les plastiques. Et la vision, c'est d'avoir un Sénégal sans pollution plastique à l'horizon 2021. C'est assez optimiste, mais c'est l'urgence de la problématique qui nous amène à avoir cette vision assez optimiste comme objectif. Et nos actions vont se situer à deux niveaux. C'est le plaidoyer et le lobbying pour une application effective de cette loi de 2020. Et l'autre chose, c'est par rapport à la sensibilisation des communautés sur les actions négatives de la pollution plastique, mais également sur les alternatives, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives qui existent au plastique. C'est de renforcer cette sensibilisation pour que les populations connaissent quelles sont les alternatives et puissent l'adopter au quotidien. Et dans ce travail, depuis 2019, nous avons fait beaucoup d'activités de terrain, des campagnes de sensibilisation. Ça, c'est dans un quartier de Dakar, au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où durant le mois de Ramadan, parce qu'on a constaté que durant le mois, on utilise beaucoup de gobelets plastiques pour distribuer le café. C'est des moments de partage, mais on en a profité pour aller au niveau de ces zones-là, partager un moment convivial avec eux, mais aussi les sensibiliser sur les alternatives qui existent. On a eu à utiliser des gobelets en céramique pour leur dire qu'il y a, au-delà du plastique, il y a d'autres alternatives qui existent et il faut les utiliser. Et c'est des campagnes assez importantes. Et pour 2020, comme avec la COVID, on n'a pas pu faire des activités de terrain. On a en place on a fait des spots, des bandes de télévision qui sont passées dans les grandes chaînes de télévision à Dakar, au Sénégal. Et à l'heure de la rupture, on les sonne une conscience environnementale pour qu'ils ne l'utilisent pas au niveau durant la rupture ou pour aller au marché. Ils ont d'autres alternatives pour ne pas utiliser toujours le plastique. Ça, c'est des campagnes qu'on a menées de sensibilisation. En termes de plaidoyer également, c'est par rapport au réseau des parlementaires pour l'environnement. On les a sensibilisés sur la problématique du plastique parce qu'en général, c'est eux qui votent les lois, mais ils ne sont pas toujours conscients quel est l'impact du plastique au niveau socio-économique et autres. Donc, ces activités de sensibilisation ont permis, au-delà de leur rôle de voter des lois, de les sensibiliser davantage sur le rôle de contrôle et de veille par rapport à l'application de l'action publique. Ça, c'était très important en matière de sensibilisation, de plaidoyer avec les députés. C'était intéressant comme action à faire. Et l'ATSA, c'est l'Atlas du plastique, qui est une publication qu'on a en commun avec le bureau de Rabat et beaucoup de bureaux de la Fondation, qui est un document de plaidoyer qui vient nous renforcer dans notre travail sur la pollution plastique au niveau du Sénégal. Et dans ce cadre-là, une campagne de diffusion de cet atlas qui est en français. Donc, on est en train de travailler sur un projet de l'atlas en Wolof avec un rappeur sénégalais qui est très connu à l'international, au niveau national, pour faire une version et diffuser au niveau des communautés pour qu'ils prennent connaissance de la problématique du plastique et avoir des solutions là-dessus aussi. En termes aussi de projets pilotes, nous sommes impliqués avec l'association Zéro Déchet, section Sénégal, sur un projet de transition zéro déchet sur une île de Ngor. Donc, l'objectif, c'est de faire de l'île un site pilote pour la réduction de l'usage des déchets plastiques
à usage unique afin de diminuer l'impact environnemental et sanitaire par le développement d'alternatives. Donc, si au niveau de cette site-là, on réussit à avoir un espace zéro déchet, parce que ça a été réussi avec un restaurant zéro déchet, qui est le premier restaurant au Sénégal, si on réussit à le faire au niveau d'une communauté, ça pourra être répliqué au niveau d'autres communes et porter le plaidoyer pour dire que c'est possible d'avoir des communes zéro déchet et le multiplier. En termes aussi de campagne de plaidoyer, je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure, la Fondation accompagne les acteurs de la société civile pour renforcer le plaidoyer par rapport à l'effectivité de la loi. Et dans ce cadre-là, une analyse sur la loi est déjà en cours pour voir quelles sont les lacunes, quel type de recommandations on peut faire aux autorités pour que la loi soit beaucoup effective et qu'on ne subisse pas ce qu'on avait subi en 2015 par rapport à cette loi qui a connu un échec assez cuisant. Et en termes peut-être de conclusion, c'est juste dire que le Sénégal et beaucoup de pays africains sont très avancés par rapport au cadre législatif parce que, comme le montre l'Atlas, sur 34 pays, sur 54 pays africains ont déjà un cadre juridique assez important. Mais quand même, les résultats sont mitigés. Et ceci, je pense que M. Tidjani l'a souligné, c'est par rapport à l'adaptation au contexte socio-culturel qui fait que les lois ne sont pas appliquées de manière assez, non pas des résultats qu'on veuille bien qu'il y ait. Et ça, c'est en termes de sensibilisation par rapport à nos autorités, de voir par rapport aux lois qu'ils votent, l'application au niveau social. L'autre élément aussi, c'est la nécessité d'avoir un cadre réglementaire au niveau sous-régional et même international. Parce que si au niveau du Sénégal, on vote une loi sur la plastique et que d'autres industriels passent par nos pays voisins, le Mali, peut-être la Guinée, pour faire pourvoyer des conteneurs de plastique. Donc, il faut d'abord un cadre juridique au niveau sous-régional et ça peut se faire au niveau de la CEDEAO. Je pense que même des discussions sont enclenchées pour voir un cadre juridique pour la réglementation des déchets plastiques au niveau de la CEDEAO. Et l'autre chose, c'est par rapport aussi à la société civile africaine qui sont très engagées sur la lutte contre la pollution plastique. Mais il faudrait davantage se positionner au niveau international parce qu'il y a des mouvements qui existent, le mouvement Break Free from Plastic, le mouvement Gaïé. Et là, on note qu'il y a une faible présence des organisations africaines. C'est plus les organisations de l'Asie ou bien de l'Europe qui se saisissent davantage de ces questions. Alors qu'au niveau africain, on est interpellé sur la pollution plastique avec des conséquences environnementales, sanitaires et parfois même économiques qu'il faudrait prendre en compte dans cette lutte-là de la société civile. Je pense que c'était vraiment ce que je voulais partager à l'intention de... Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame Silla, pour cette présentation excellente et très brève et succincte. Je voulais juste revenir, si vous me permettez, juste par rapport à un point essentiel que vous avez abordé tout à l'heure. Effectivement, c'est la question de l'effectivité des lois. Généralement, ce qu'on rencontre comme problème par rapport à toutes les thématiques ou bien toutes les thématiques de l'environnement, c'est justement l'effectivité du cadre réglementaire. Alors, comment vous voyez-vous, en fait, comment vous voyez l'effectivité de la loi, du cadre juridique relatif à la gestion des déchets au Sénégal et quelles sont les pistes que la société civile peuvent explorer justement pour améliorer l'effectivité du cadre réglementaire relatif à l'environnement d'une manière générale et la gestion des déchets en particulier. D'accord. Moi, par rapport à tout ce qui est les lois qui sont votées sur le plan environnemental, je pense que la société civile aussi, au début, n'est pas impliquée dans le processus de concertation même ou d'élaboration de ces lois. Donc, c'est difficile à la fin que la société civile puisse avoir un mot pour faire des recommandations et des orientations par rapport à l'effectivité d'une loi. Et c'est si je prends l'exemple de la gestion des déchets plastiques au Sénégal, avec la première loi, il y avait certes des séries de concertations avec les acteurs de la société civile, mais à la fin aussi, il faut que les acteurs judiciaires et aussi de sécurité qui vont au niveau des villes pour gérer et réguler la gestion de ces déchets-là puissent aussi avoir plus de moyens pour mettre en œuvre la loi. L'autre chose aussi, c'est par rapport à tout ce qui est les acteurs de la société civile, parce que ça a été ressorti dans un atelier qu'on a fait avec les acteurs par rapport à cette loi-là, que beaucoup d'acteurs de la société ne comprennent peut-être pas même les lois.
Et là, il faut déjà un travail d'analyse de la loi pour voir quels sont les points forts, les points faibles. Et là, il faut un accompagnement d'experts juridiques qui peuvent les accompagner pour davantage une meilleure connaissance de ces lois afin de porter des orientations, des recommandations sur les décrets d'application. Parce qu'une loi en tant que telle ne peut pas régir un secteur, mais il faut au niveau des décrets d'application qu'on peut agir. Et là, les acteurs de la société civile ont un travail à faire dans ce sens-là, en matière de recommandations. Merci beaucoup. Merci. Je reste toujours dans le même aspect relatif à la société civile et je vais poser une question à M. Saïd Raoui, puisque il a évoqué aussi le rôle de la participation citoyenne et la participation de la société civile aussi dans l'élaboration des politiques publiques. Et ça a été aussi parmi des recommandations de l'étude qui a présentée tout à l'heure. Alors, est-ce que, M. Saïd Raoui, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société civile marocaine, elle dispose aussi des mécanismes de participation citoyenne dans le cadre de la démocratie participative? Vous avez soulevé tout à l'heure, en fait, la Constitution de 2011 qui a instauré un nouveau rôle fondamental par rapport à la participation citoyenne et la participation de la société civile dans la gestion de la chose publique en général et environnementale aussi. Est-ce que vous pensez également que la société civile peut utiliser, par exemple, les mécanismes de la démocratie participative, notamment les pétitions au niveau national, au niveau local et les émotions même au niveau législatif pour intervenir sur le champ de la législation, mais aussi sur le champ des politiques publiques? Le son, s'il vous plaît. Oui, pardon. Donc, je disais qu'il s'agit en fait d'un domaine qui est la gestion des déchets, c'est-à-dire qui demande des compétences et des entrées assez pointues. Pour moi, la société civile, elle a un rôle très important à jouer dans cette gestion de ce secteur. D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, que l'incitation à la participation de la société civile est un acquis, est un droit constitutionnel, parce que la Constitution marocaine reconnaît à la société civile donc ce droit d'intervenir en tant qu'acteur. Mais je pense que le problème qui se pose actuellement, qu'il n'y a pas une application effective de la société civile. Donc, il y a plus une application dans le discours qu'en réalité sur le terrain. Là, la société civile doit être impliquée, comme disait la Constitution, et comme elle dit, les lois aussi, la loi 0028, la Charte nationale, il incite à l'implication de la société civile, mais malheureusement, il n'y a pas une implication effective. Ceci dit, en fait, il faut un investissement aussi à l'égard de la société civile par la formation, parce qu'un travail de la société civile doit être un travail professionnel, un travail avec des connaissances, avec un savoir et avec des moyens financiers. Avec cela, donc, il faut donner un aspect d'implication pour la prise de décision. Et je pense que c'est un élément sur lequel il faut travailler. Donc, on a tendance à parler de la société civile dans le discours, mais en réalité, donc, il n'y a pas une application effective, à l'exception, bien sûr, de quelques associations professionnelles qui existent et qui exercent d'une manière professionnelle, avec des projets bien ciblés, avec des problématiques bien cernées. Voilà. Merci, M. Saïd Raoui, pour cette intervention. Je reviens avec M. Adam. Et je vais lui poser une question tout à l'heure, en fait, sur la question de la gestion des déchets. Adam, est-ce que vous pensez aussi que le fait d'instaurer la culture du trait et de collecte sélective au préalable dans la chaîne de valeur, en sensibilisant les citoyens et les ménagères, peuvent aussi constituer un levier pour la promotion de la transition écologique dans l'Afrique et dans le cas du Sénégal en particulier? De toute façon, si vous voulez valoriser les déchets ou les recycler, le tri est quelque chose d'indispensable. Maintenant, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est pourquoi un chef de ménage acceptera de s'impliquer dans le tri des déchets. Moi, je suis partisan du fait que
Quand on demande quelque chose à quelqu'un ou quand on lui empêche de faire quelque chose, on lui propose une alternative ou un désintéressement. Cela veut dire quoi aujourd'hui? Quand je parlais du lombricompostage tout à l'heure, j'ai vu des questions disant est-ce que ceci, est-ce que ça. Quand une famille acceptera de prendre un lombricompost dans son appartement ou dans sa maison, il est bien entendu que l'engrais que l'on va tirer des déchets organiques, il n'y a pas de raison que cette personne ou ce ménage ne puisse pas récupérer une certaine part de la vente de cet engrais. Il ne faudrait pas que ce soit uniquement, comme on dit, du one way, ça doit aller dans les deux sens. La personne, elle va s'investir, elle va prendre son temps de prendre ses déchets, de les trier, de le mettre dans le lombricompostage. Mais en retour, qu'est-ce qu'elle va gagner? Il faut qu'elle gagne quelque chose. On lui dira, si par exemple aujourd'hui, on peut avoir un sac d'engrais à partir du lombricompostage, si le sac coûte tant, cela veut dire que la personne va récupérer un certain pourcentage. Cela veut dire que la personne qui avait payé, qui devrait payer pour qu'on vienne lui enlever ses déchets, il y aura un abattement qui se fera sur le prix qu'elle payera. Mais si vous ne touchez pas à la poche du citoyen, si vous ne le motivez pas, et si vous ne lui proposez pas des alternatives, et c'est ça le gros problème des environnementalistes. On propose des choses qui, sur le papier, c'est très bien, mais dans la pratique, ça pose problème. On se dit, oui, ça pose problème parce que les gens ne sont pas impliqués. Ils n'ont pas une conscience environnementale. Mais la conscience environnementale, c'est à nous de leur donner cette conscience environnementale. Il faut les motiver. Les motiver comment? Peut-être en leur donnant un peu de sous, en améliorant leur quotidien. Ça, c'est mon sentiment personnel. Ça n'engage que moi. Merci beaucoup. Merci Adam. Merci professeur Adam pour cette intervention. Sofiane, vous voulez intervenir peut-être en posant des questions des chers participants? Merci à tout le monde. Et je vois qu'on a reçu pas mal de questions. Du coup, je partagerai quelques-unes avec vous. Il y a l'association Écotourisme Environnement qui a partagé quelques questions et je retiens alors la gestion des déchets en Tunisie et dans la plupart des pays africains se fait par décharge et l'enfouissement ou l'incinération. Méthode non durable et nocive pour l'environnement et l'économie. Dans quelle mesure le recyclage peut-il être considéré comme une méthode durable? Donc ça, c'était la première question. Je passe à la deuxième question. On dit que nous savons tous qu'on considère les 5 R comme méthode durable en gestion des déchets, alors que les décideurs sont indifférents devant ces bonnes pratiques. Comment peut-on intégrer les décideurs dans la bonne gestion des déchets et bien sûr, comment peut-on plaidoyer pour cette question? Je profite également de poser 2 autres questions. Je vois qu'il y a pas mal de réactions, donc merci encore à cette association qui suit le débat depuis le début. Il y a le grand public et les décideurs, les associations, les bailleurs de fonds, les entreprises, les juniors, doivent tous s'élaborer pour commencer le tri sélectif à la source, qui est une solution durable à court et à moyen terme. Y a-t-il des programmes qui encouragent et investissent des projets en gestion des déchets durables autour du tri sélectif, comme les déchetteries urbaines et le centre de tri? Si oui, pouvez-vous nous donner plus d'informations? Et dernière question, y a-t-il des programmes d'échange pour des adhérents, des jeunes, nouveaux promoteurs et des membres d'associations pour faire des stages dans des associations et des exemples réussis des entreprises qui travaillent sur la gestion des déchets et sensibilisation sur le tri sélectif? Une dernière, notre association qui est cette association Écotourisme Environnement, ETU+, a lancé un éco-point pour la collecte des bouteilles en plastique. Les chiffonniers, avec eux, on travaille sans informel, en effet. Donc la question en réalité, comment formaliser ce secteur informel et vulnérable en tant qu'association ou société civile et comment encourager les nouveaux promoteurs d'investir dans le domaine de recyclage? Y a-t-il des success stories à suivre? Je pense que les questions pourraient être adressées du coup à tous nos panélistes, parce que chacun de vous a déjà répondu ou donné des éléments pour répondre à cette question. Et d'ailleurs, ça me rappelle le dernier point, un des éléments que ma collègue Fatma a cité tout à l'heure par rapport aux bonnes pratiques, l'exemple du restaurant sans plastique au Sénégal qui est très réussi, d'ailleurs que vous pouvez
trouver dans la publication des bonnes pratiques qui est en ligne sur Internet. Je pense que le restaurant, il s'appelle Copacabana, avec Babacar, qui est une histoire incroyable. Et donc, vous pouvez trouver plus d'informations sur ces bonnes pratiques. Donc, je passe la parole à ceux ou celles qui veulent réagir à ces questions avant de reposer toutes questions qui sont dans la liste d'attente. Je voulais juste, en fait, par rapport à la question, la question qui vient de la Tunisie, pour rappeler que le cas tunisien aussi, il est très intéressant en matière de gestion des déchets, parce qu'il y a une certaine modernisation de ce secteur. La Tunisie, en fait, est parmi les pays au moins du Maghreb qui ont mis en place une structure, une agence de gestion de déchets. Ils ont créé d'autres structures, d'autres maillons qui vont du central vers le local. Contrairement au cas marocain, par exemple, il y a une hiérarchie, on a centre, local, mais en Tunisie, donc, il y a plusieurs maillons au niveau local et régional et central. Donc, on a le ministère de l'Environnement, l'ANGED, qui est l'Agence nationale de l'environnement, et avec l'appui des petites entreprises, chose qu'on avait recommandée pour le cas marocain, c'est d'encourager les petites ou moyennes entreprises pour qu'ils prennent place dans la gestion territoriale concernant la gestion des déchets. En Tunisie, par exemple, on a des petites entreprises qui ont été créées par l'ANGED qui travaillent en pleine collaboration avec les récupérateurs informels. Parce qu'il ne faut pas faire semblant que ce problème, que cet aspect n'existe pas du secteur informel, mais plutôt il faut avoir de l'attention. Il faut avoir une intervention vis-à-vis de ces personnes. Du coup, il faut d'une manière ou d'une autre penser à les organiser voilà, pour les intégrer dans le système formel. Voilà. Si Mustapha, puisqu'on parle, j'en profite, puisqu'on parle de petites entreprises, il y a une question liée à cet aspect par Nader Sinasser, qui est très actif d'ailleurs dans le sujet de la gestion des déchets. Je remercie de suivre le débat et qui représente l'association Zero Waste Srerat. Comment inciter les petites entreprises à investir dans ce domaine au niveau local? Et où se trouve, à votre avis, le blocage à ce niveau? En fait, on sait que les communes, d'habitude, ils font recours aux grandes entreprises. Et cela est justifié par les exigences en termes de capital et par les garanties financières aussi et par le savoir-faire technique et managérial. Donc, qui nécessite la gestion des déchets vu la complexité sur le terrain. Et normalement, on fait aussi appel aux grandes entreprises, surtout en ce qui concerne la mise en décharge et la valorisation. Mais on s'est dit que néanmoins, avec l'évolution de ce secteur, la diversité et la nature des prestations et des exigences techniques, il faut penser à impliquer des petites entreprises, notamment dans les actions concrètes liées, par exemple, au trait à la source, ou bien une intervention dans des territoires spécifiques, dans le monde rural, dans les médinas, dans les anciennes médinas par exemple. Ils peuvent être affectés à gérer une mission spéciale de gestion des déchets et cela, bien sûr, pourra être traduit par une volonté de révision des cahiers de charges. Donc, sans les cahiers de charges, on ne peut pas avoir cette implication. Et donc, tout dépend, bien sûr, d'une révision juridique des cahiers de charges, une volonté aussi politique centrale et locale de vouloir impliquer les petites et moyennes entreprises dans ce domaine. Très bien, très bien. J'ai une autre question qui est adressée plutôt à M. Adams, parce que tout à l'heure, il a parlé du lombricomposteur. Et donc, c'est une question toujours de Nader Sinasser qui demande comment être sûr que les ménages vont accepter un lombricomposteur à la maison. Est-ce que ce lombricomposteur serait distribué gratuitement? Et une dernière question, il faudrait donc en plus une formation et un encouragement pour les ménages qui accepteraient donc l'utilisation. Y a-t-il une expérience concrète
où les lombricomposteurs ont été adoptés par les ménages dans un quartier en Afrique. Avant la valorisation des déchets, il faut donc valoriser le transformateur des déchets. Bien. Question pertinente. Mais il faut savoir l'origine un peu de notre proposition du lombricompostage. Vous vous rappelez, la dernière fois que j'étais venu au Maroc, quand j'avais fait une présentation, j'avais parlé de point vert. Mais le point vert, le gros problème, c'était par rapport aux mauvaises odeurs, dues justement aux déchets organiques. Ces mauvaises odeurs font que ce point vert, vous ne pouvez pas l'installer n'importe où. Tout le monde est d'accord pour avoir un point vert, mais personne n'est d'accord pour avoir un point vert qui sent mauvais par rapport à ça. Ça crée une pollution de l'air. Qu'est-ce qui crée cette pollution de l'air? Ce sont les déchets organiques. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on extrait ces déchets organiques de la déchetterie, nous n'aurons que des déchets inertes, c'est-à-dire du fer, du plastique, etc. Donc, ça sera un espace qui sera accepté, entre guillemets, par les populations. Maintenant, ces déchets organiques, il faudrait les traiter au niveau de chaque ménage. Et ça, la solution, ce serait le lombricompostage. Dans notre projet aujourd'hui, ce lombricompostage, effectivement, le box, c'est nous qui le fabriquons, qui le donnons aux familles qui sont parties prenantes du projet. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura un effort à faire à la maison, puisque les déchets organiques, vous devez les séparer. Ce qui fait que l'engrais qu'on pourra tirer de ce lombricompostage, il faudrait que les ménages puissent en bénéficier de la vente de cet engrais. C'est un peu le mécanisme qu'aujourd'hui j'essaie de mettre en place au niveau du quartier où se trouve l'Institut. Effectivement, c'est pertinent en disant est-ce que ça marche? Nous sommes au stade expérimental. On va le mettre en place. Je suis en train de discuter avec la mairie de Dakar pour mettre cela en place. On va prendre un quartier pilote. Maintenant, je pense que ça devrait marcher. Si je fais un calcul simple, les jeunes qui seront impliqués dans ce process, si chaque famille contribue pour 5 000 francs par rapport à l'enlèvement des déchets, dans une petite start-up de 3 personnes, ils peuvent facilement avoir un salaire uniquement à partir du paiement des ménages, un salaire de 100 000 francs. 100 000 francs, c'est-à-dire à peu près 150 euros. Donc, si en plus ils vendent ce compost, ça leur fera des revenus additionnels. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des projets qui se prennent en charge eux-mêmes. C'est-à-dire que compter toujours sur justement l'aide extérieure, etc., ça ne marche pas. Parce que l'aide extérieure, c'est ponctuel. En général, quand l'argent, il n'y a plus d'argent, le projet s'arrête. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, dans ma réflexion, dans tout ce que nous faisons, on essaie de mettre en place des mécanismes qui se prennent en charge eux-mêmes. C'est-à-dire que déchets, il en existera toujours. L'enlèvement des déchets, il en existera toujours. Donc, c'est quelque chose qui peut marcher. Maintenant, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ce projet avec des emplois qui soient décents et durables. Ça, c'est la question fondamentale. Et que tout le monde, et en plus, le fait de s'impliquer, on peut même créer le ménage qui s'implique le plus dans d'autres trucs. Le ménage vert, il faut des prix, c'est comme l'électricité. On peut mettre, par exemple, des gens qui réduisent leur facture énergétique, avoir un prix. Il faut un peu de motivation par rapport à ces gens qui vont s'impliquer. Parce que ces gens, ils auraient pu rester croisés, ne pas un truc, dire que moi, j'ai payé à l'État, je m'en fous. Et je pense que c'est comme ça, justement, que la conscience environnementale va s'installer dans nos pays. Je suis à ce stade de réflexion avec la mairie de Dakar. Très bien, merci beaucoup Adams pour ta réaction. Je reprends une autre question, mais du coup qui est liée à un des éléments que Mustapha a mentionné dans sa présentation, qui est de l'aspect de la gestion des déchets dans le monde rural. Comment initier les communes rurales et les centres ruraux émergents pour adopter les stratégies de tri et gestion des déchets? C'est une question posée par Mohamed Haddad. Bon, dans le monde rural, il faut dire que leur volume de déchets n'est pas si important que ça. Dans le monde rural, quels sont les déchets les plus importants? C'est les déchets organiques. En général, ils les recyclent assez facilement parce qu'ils les prennent
il les donne éventuellement à leur cheptel. Et les épluchures de pommes de terre, les restes d'aliments, tout ça, ça peut se donner aux animaux. Donc, c'est un palliatif par rapport au foin qu'on donne aux animaux. Les autres, c'est peut-être les déchets plastiques. Les déchets plastiques, aujourd'hui, au Sénégal, on a des structures qui font justement, qui vont dans les communes pour récupérer les déchets plastiques. Et les déchets métalliques, ça vaut de l'or puisque vous le vendez. Les déchets électroniques, il n'y en a pas beaucoup puisqu'il n'y a pas une activité qui soit assez importante. L'un des déchets les plus importants, ce sont les excréments humains et les urines. Et nous, pour nous, dans ce cas, ce qu'on a fait dans des villages, on a installé des latrines qu'on a couplées avec des biodigesteurs. On a fait dans un village. Et en termes ces biodigesteurs, ça produit du méthane. On met de la bouse de vache à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des pipes, puisque le méthane qui est produit, on a mis des gazinières dans des cuisines en dur. Aujourd'hui, les femmes de ce village ne vont plus couper de bois, n'agressent plus l'environnement pour faire la cuisine. Elles se réveillent, avant, elles se réveillaient à 6 heures du matin pour aller chercher du bois. Aujourd'hui, elles me disent, professeur, moi, je me réveille à 10 heures. À midi, le repas est prêt pour mon chef de famille. Le digestat que vous récupérez, c'est le meilleur engrais. Notre production agricole, la première année, on est passé de 800 kilos à 3 tonnes. Donc, pour vous dire que, et en plus, cet engrais, on peut même l'utiliser pour autre chose. C'est possible. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très difficile dans les communes. Pour moi, dans les communes, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup d'espace. C'est dans les grandes villes que ce problème pose problème. Et en plus, je vais vous dire, de mon expérience, les populations dans les communes sont très réceptives. Moi, j'ai eu à former des populations par rapport à la gestion des déchets plastiques, par rapport au tri, justement, dans le cadre d'un projet où je leur avais donné des contenants différents et je vous assure que ces gens-là respectaient à la lettre ce que vous leur dites. C'est des gens à Dakar, dans les capitales, que les gars, ils font de la résistance. Mais dans les communes, les gens, quand même, ils suivent ce que vous dites. Voilà. Merci Adams. Et je passe la parole à Mustapha qui pourrait réagir aussi à cette question. Et en fait, je voudrais juste ajouter que la problématique de la gestion des déchets au niveau rural, il se pose à plusieurs dimensions. La première est celle géographique. Le monde rural est caractérisé par l'isolement et par la répartition de l'habitat d'une manière dispersée. Deuxième élément d'ordre politique, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a une certaine dualité de gestion urbaine-rurale. Donc, on a moins d'attention pour les territoires ruraux. On a aussi notre dimension en termes de moyens. Les communes rurales disposent peu de moyens financiers, peu de ressources humaines, peu de budget, peu de techniques et d'engins de collecte des déchets. Donc, il faudra, à mon sens, donc, accorder une attention aux territoires ruraux, aux collectivités territoriales rurales, par les doter de moyens qui seront capables d'affronter cette question, tout en insérant cette problématique toujours dans les cahiers de charges, parce que le cahier de charges, c'est toujours, elle est considérée comme la feuille de route pour la mise en place des politiques. Donc, les cahiers de charges, je suppose qu'ils excluent donc l'aspect rural de cette gestion parce qu'on la considère toujours en tant que problématique urbaine. On prête très peu d'attention au rural. Du coup, il y a une urgence d'examiner de nouveaux scénarios, une nouvelle solution qui prête attention aux espaces ruraux. D'ailleurs, merci Mustapha pour la réaction sur cette question du monde rural et les défis qu'elle rencontre. Oui, monsieur Adam. Oui, juste ajouter quelque chose, parce que tout à l'heure, il y a une ONG qui parlait du recyclage des bouteilles, etc. etc. Et, là aussi, c'est le discours qu'on tient. Moi, quand je dis le plastique, il faut faire attention, parce qu'en général, on dit tous qu'on est contre le plastique. Mais il faut faire attention à la dichotomie, parce que le problème qu'on a, ce sont les sachets en plastique. Le plastique thermodissociable, que ce soit des chaises, des tables, que ce soit les bouteilles en PET, tout ça, c'est recyclable.
C'est peut-être que la technologie n'est pas arrivée chez nous, mais ça, c'est facilement recyclable. Le seul problème, ce sont les déchets plastiques, les sachets en plastique. Moi, j'appelle ça, nous, on appelle ça le mousse. C'est ça aujourd'hui qui nous pose problème. Et donc, en général, c'est pourquoi quand on tient ce discours, il faut être très prudent en disant, en spécifiant que ce sont les sachets plastiques qui aujourd'hui posent problème. Parce que tout ce qui est haute plastique, je défends cette cause, bien que je suis un fervent truc du plastique, parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Le Sénégal, on a découvert du pétrole. 90% des Sénégalais, ils sont dans une logique d'exploiter le pétrole et de le vendre à l'extérieur pour faire rentrer des devises. C'est une bêtise. Le pétrole, tout le monde sait qu'à partir de la pétrochimie, vous produisez du plastique. Fermez les yeux un instant. Dites-moi ce qui n'est pas en plastique aujourd'hui dans ce monde. Dites-moi. La voiture, c'est du polyuréthane. Votre tableau de bord, c'est du plastique. Les tubes qui enlèvent, qui évacuent vos eaux usées, c'est du PVC. Vos bras de lunettes, c'est du plastique. Vous avez des habits en plastique, polyamide, polyester. Lorsque on fait une perfusion à l'hôpital, le tube c'est en plastique. Donc, il faut faire attention. Et en plus, quand je prends l'exemple du Sénégal, développer la pétrochimie, je suis désolé, on crée des milliers d'emplois pour les jeunes. Donc, et donc, quand on fustige dans le discours, il faut fustiger, je dirais, les sachets en plastique, parce que ce sont les sachets en plastique qui nous posent problème. Et par rapport à l'ONG, il y a un système que j'avais proposé à l'époque, c'est de faire quoi? Avec des écoles, des enfants, leur donner des bouteilles en plastique, en disant, vous encapsulez, au lieu que de prendre le sachet plastique, de le mettre dans la poubelle, vous le mettez dans la poubelle, dans la bouteille, vous l'encapsulez. Mais vous vous assurez que le sachet, il est propre. Avec un sachet propre, quand il est plein de sachets plastiques, vous allez dans une cimenterie. Le plastique a un fort pouvoir calorifique. Au lieu que la cimenterie achète des combustibles qui lui coûtent cher, vous lui proposez des trucs. Si la cimenterie a un bon système de filtrage, à ce moment, la dégradation, puisque la combustion se fait à 700 degrés, avec un bon filtrage, vous n'avez aucune pollution et vous avez un combustible et vous avez une activité qui est durable. Vous allez toujours produire, la cimenterie va toujours produire du ciment. Et les plastiques sont là, vous avez une façon de les recycler. Donc voilà ce que j'avais ajouté. Excuse-moi. Merci Adams pour le partage de ta réflexion. Il y a quelques éléments qui me rappellent le problème aussi de l'accès à l'information. C'est quelque chose d'ailleurs qui est posé par un des participants qui est Mohamed Haddad et qui dit il y a un problème d'accès à l'information environnementale et dans ce sens, y a-t-il des expériences au niveau africain de mise en œuvre de systèmes d'information sur les différents aspects liés à la gestion des déchets. Et donc je sais que Mustapha pourrait répondre à cette question, mais aussi j'invite Fatma ou Adams, si vous avez identifié une expérience réussie par rapport à l'accès à l'information environnementale en Afrique. En fait, moi, j'ai parlé de cet élément qu'on a mis en premier dans l'ordre des 10 éléments parce qu'on considère qu'il est très fondamental d'assurer le droit d'accès à l'information. Donc, j'ai parlé du cas marocain en disant qu'il y a un constat, celui d'une difficulté d'accès à l'information et de manque de dialogue multi-acteurs. Et j'ai parlé aussi de l'aspect constitutionnel, que la Constitution de 2011, dans l'article 27, donne droit d'accès à l'information aux citoyens et citoyennes, et que les lois relatives aux déchets, la Charte nationale aussi d'environnement et développement durable indique que les personnes doivent avoir accès à l'information, même aussi en faisant référence au chapitre 28 de l'agenda 21 de Rio de Janeiro, qui recommande que toutes les collectivités locales doivent instaurer un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d'adopter un programme agenda 21 à l'échelon de la collectivité. Donc, on a un arsenal juridique, on a une volonté qui incite à le partage
plutôt partage d'informations, mais c'est un maillon qui manque. On n'a pas un vrai accès à l'information. Donc, ça, c'est le diagnostic pour le cas marocain. Peut-être la question, si j'avais compris, c'était de savoir s'il y a d'autres exemples africains. Je pense que nos collègues Adam et Sila peuvent nous apporter leur expérience sénégalaise. Merci Mustapha, et je donnerai la parole à Fatma. D'accord, merci Soufiane. Je pense que par rapport aussi à l'accès à l'information sur les questions environnementales, le Sénégal aussi est au même niveau parce que les gens n'ont pas d'accès à l'information, c'est juste des spéculations au niveau par rapport à des problématiques environnementales qui sont là. C'est juste des spéculations ou même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlent de part et d'autre, mais l'information, la véritable information n'est pas accès. Il n'y a pas un centre où on dit que là, si on va là-bas, on peut avoir une information vérifiée sur des questions environnementales. Et je reviens aussi sur la question des lois, parce que les lois sur des problématiques environnementales sont votées au niveau de l'Assemblée, mais les populations ne sont même pas au courant de ces lois, parce que c'est toujours en français, et le Sénégal, on sait que beaucoup de gens sont analphabètes, ne comprennent pas la langue française, donc les lois ne sont pas parfois dupliquées au niveau des langues nationales, donc les gens n'ont pas l'information même par rapport au cadre législatif et réglementaire. Donc, ça pose vraiment problème en termes d'appropriation par rapport à tout ce qui est contexte socio-économique et culturel, toujours par rapport aux lois et aux questions environnementales de manière générale. Autre chose aussi, je voudrais aborder par rapport aux questions du recyclage. Parce que moi, j'ai une certaine résistance par rapport à tout ce qui est le recyclage, qui est considéré comme une solution assez novatrice, qui peut générer beaucoup de revenus, d'emplois. Mais au niveau du Sénégal, si on voit les chiffres, c'est autre chose. Parce que si on produit 200 000 tonnes de déchets plastiques et que sur ces 200 000 tonnes, seules 9 000 tonnes arrivent à être recyclées. Donc, ça pose problème. Donc, il n'y a pas la technologie nécessaire pour pouvoir recycler tous ces déchets plastiques qui sont produits. Et résultat, ça arrive au niveau... Je ne sais pas si il y a une mauvaise connexion, peut-être chez ma collègue Fatma. Ça a été coupé. Oui, on a perdu Fatima à un certain moment, oui. C'est pas grave. Je pense qu'elle va reprendre dans pas longtemps. Excusez-moi, j'ai un problème. Alors, c'est Internet. Donc, c'est ça que je voulais partager, voir quelles sont les alternatives au plastique et ne pas toujours mettre le focus, mettre l'accent sur le recyclage comme la solution, parce que ce n'est pas la solution, c'est juste une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution sur laquelle on peut compter pour éradiquer la pollution plastique au niveau du Sénégal et dans le monde. Et ça, c'est les chiffres qui le montrent, malheureusement. Merci beaucoup, Fatma. Moi, ce que je tire de cette réflexion avant de passer la parole à Adam, c'est qu'il y a beaucoup à dire encore de nos expériences et à échanger sur nos expériences à l'échelle africaine. Et d'ailleurs, j'invite pour la personne qui a posé cette association d'environnement écotourisme qui a posé la question par rapport à la Tunisie, je les invite vivement à regarder le travail de nos collègues en Tunisie qui font un super bon travail aussi contre le plastique et qui font un travail remarquable. D'ailleurs, vous pouvez suivre leur action sur la page Facebook de Heinrich Böll, Bureau de Tunisie. Et aussi, du coup, je voulais informer que plus tard, la journée, on publiera une nouvelle vidéo reportage qu'on a développé avec Moustapha Zaïtraoui sur la gestion des déchets. On est allé à la rencontre des différents acteurs. On est allé voir comment une bonne expérience réussie ici à la Chaîne de Rabat, qui était dans le secteur informel et qui a développé une coopérative qui est maintenant réussie. Donc, comment il est passé du secteur informel au secteur formel, et on est allé rencontrer les communes rurales et urbaines pour voir leurs différents défis et opportunités, aussi différentes rencontres avec la société civile, avec le secteur privé, et à la fin, on est allé à la réalité qui est dans un souk populaire à Casablanca. On est allé voir en réalité qu'est-ce qu'ils pensent les gens, et surtout par rapport à l'usage du sac en plastique. Donc, on publiera ça plus tard en quelques épisodes, et je repasse la parole à M. Adam qui voulait réagir aussi. Oui, en fait, c'était par rapport à la communication environnementale. Vous savez tout aussi bien que moi, aujourd'hui, en fait, la presse, que ce soit écrite, télévisuelle ou radio, doit jouer un rôle d'éducation.
Donc, la presse, normalement, elle était supposée justement pouvoir mettre l'information environnementale à la disposition. Que ce soit les journaux télévisés, il y en a en français, il y en a en wolof, il y a différentes langues. Donc, si l'information environnementale était traitée à sa juste valeur par nos presses, je pense que l'information serait disponible. Nous venons de finir une enquête avec mes étudiants. Ils ont pris les 13 quotidiens qui paraissaient dans ce pays pendant un mois. On a analysé le nombre d'articles environnementaux qu'il y avait par jour. Eh bien, tenez-vous bien, ça ne dépasse pas 2% dans la presse écrite. Les 65%, ce sont uniquement des faits divers. Donc, il y a deux choses. Soit c'est se dire, on subit le dictat de ces gens, parce que ces gens ne voient pas l'importance aujourd'hui de traiter l'environnemental. Nous, pour nous, on suit notre triptyque. Former, informer, progresser. Former, c'est d'abord, on a mis en place une formation en environnement. C'était le premier master en qualité, sécurité, environnement qui a été mis. Informer, c'est, on a mis en place, je vais peut-être vous le montrer, on avait mis en place ce premier magazine sur l'environnement en 2007. Là, c'est un numéro qui traite justement des métiers verts. Ce magazine, qui est un bimestriel, qui traite des questions environnementales. Et nous avons un site Internet, vous pouvez aller là-dessus, c'est www.environnement-afrique.com. C'est un site aujourd'hui qui fait pratiquement au minimum 5000 visites par mois. Donc, il traite des questions environnementales. Donc, mais en faisant, ce magazine, on l'a géré pendant pratiquement depuis de 2007 à 2017. Mais quand on a fait une analyse, c'est un magazine, c'est vrai, c'est écrit en français, le gros problème, c'est que la masse des populations ne sait pas lire. Donc, finalement, c'est un magazine qui s'adressait plus aux intellectuels qu'aux populations. Pour rectifier, justement, nous sommes en train de travailler et pour mettre en place, justement, cette bande dessinée qui va d'abord adresser les enfants. Parce qu'on dit toujours, on reprend toujours le principe de Saint-Exupéry. Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous l'avons emprunté à nos enfants. Mais je dis toujours, à quel enfant allons-nous donner la terre? Si vous n'avez pas des enfants qui sont conscients de la dimension environnementale, de la question environnementale, écoutez, c'est comme si on pissait dans un violon. Ça n'aboutira à rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'attaquer les enfants par le biais de cette BD. Vous voyez, c'est une BD qui est là, qui vous montre, donc, vous avez une partie BD et vous avez les enseignements. Et je suis en train de travailler avec la mairie de Dakar pour voir aujourd'hui comment distribuer cette BD dans toutes les écoles. Dans toutes les écoles, à un prix modique, ça ne serait même pas vendu à 50 €. Donc, ce qui permet que ça serait accessible à tout le monde. Et c'est que de cette manière, en rendant l'information disponible auprès des populations, qu'on pourra espérer justement massifier justement les personnes qui vont s'impliquer dans la question environnementale. Donc, voilà les quelques expériences que j'avais à partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adams. D'ailleurs, plus tard, si tu veux bien partager avec nous s'il y a une version en ligne digitale de ce document qu'on pourrait aussi partager dans nos réseaux sociaux pour ceux ou celles qui s'y intéressent. Et d'ailleurs, c'est bien de promouvoir ce genre d'outils de sensibilisation. D'ailleurs, ça me rappelle aussi le travail qu'a montré Fatma, qui a été promu tout au long de cette période du confinement. On passe du coup à tous les outils digitaux qui sont plus utilisés. Espérons que la situation s'améliore. Ça me rappelle aussi le travail de Zero Zbel Maroc, notre partenaire, qui a fait aussi un travail là-dessus et vous pouvez d'ailleurs trouver une série d'épisodes de bandes dessinées animées sur la gestion de déchets au Maroc. J'ai une dernière contribution à partager avec vous. D'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui a été cité d'ailleurs dans la présentation de ma collègue Fatma.
et d'ailleurs qui reviennent à la question du recyclage qui ne peut être la solution finale comme Fatma l'a souligné, et je remercie aussi Usha qui suit avec nous le débat. Donc il y a un article précis dans l'Atlas plastique qui illustre cela très bien sous le titre de recyclage, le panacée, et qui revient également à la question d'incinération. D'ailleurs que vous trouverez dans le chat, il y a un lien où vous pouvez accéder à la publication de Plastique Atlas Sénégal et aussi des autres pays de la HBS. Je pense qu'on est bientôt à la fin de ce débat. Je ne voudrais pas vous retenir encore plus longtemps. Je sais que chacun de vous a un agenda assez rempli et je voudrais remercier surtout les participants. Ils étaient très actifs. Ça montre qu'il y a un besoin de continuer ce genre de débat. On aurait bien aimé vous avoir ensemble, en réel, vous inviter à venir à Rabat, mais je pense qu'on aura d'autres occasions prochainement, l'année prochaine, espérons, croisons les doigts, que les choses vont s'améliorer. Je remercie chaleureusement M. Mustafa Zaïtraoui, Fatma Silla et Adan Stijani d'avoir partagé vos réflexions et vos expériences, et également à Sidi Khalid pour sa modération. Je passe d'ailleurs la parole à M. Khalid avant de clôturer. Merci beaucoup, Soufiane, pour pour la clôture ou bien les éléments de la clôture de cette conférence. Moi aussi, j'étais vraiment très ravi d'avoir participé à cette conférence et d'avoir plus des éléments de réflexion aussi assez pertinents et assez intéressantes par rapport à cette question. Par la même occasion, je tiens aussi à remercier tous les participants, notamment Monsieur Mustafa Zaïtraoui, qui est professeur universitaire, Monsieur Adam et Madame Fatma Silla d'avoir présenté et de faire vraiment un bon travail. Et je remercie également tous les participants qui ont réagi d'une manière très efficace avec les questions et avec les différentes présentations. Je cite juste quelques éléments très importants de cette conférence. Bien sûr, durant cette conférence, plusieurs éléments ont été cités, justement en citant le rôle ou bien l'importance du droit d'accès à l'information environnementale, le rôle de la création de la synergie entre les décideurs et les différentes parties prenantes de la gestion des déchets efficaces, le rôle aussi du tri et du recyclage dans la chaîne de valeur de la chaîne et la mise en valeur de la gestion des déchets, et le rôle aussi de la plaidoyer et la participation citoyenne à travers l'exploitation des différents mécanismes de participation. Et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation par rapport à la Fondation, et j'invite aussi vivement toutes les participants à consulter les différentes études qui ont été élaborées dans le cadre du programme Transforma Africa, qui sont disponibles sur le site soit de la Fondation Heinrich Böll ou bien sur le site du programme Transforma Africa. Et je vous dis aussi à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Khalid. Merci à tout le monde. J'use encore de mon pouvoir de co-modérateur pour aussi remercier la Fondation Surfrider, d'ailleurs, qui a travaillé avec nous tout au début de cette thématique en 2017, avec qui on avait élaboré une enquête qui a été faite dans la ville d'Agadir et à travers laquelle on a compris un état de lieu de la gestion des déchets et de tri sélectif qui pourrait prendre place à Agadir, et que je remercie encore l'équipe Ria et Chloé et toute l'équipe de Surfrider. Je voudrais aussi annoncer qu'aujourd'hui, à 18h, on aura une autre séance en arabe, cette fois-ci pour la gestion des déchets, qui serait organisée par Salam Media, notre partenaire qui a une web radio et à travers lequel on essaie aussi de diversifier la parole avec les différents acteurs et actrices qui sont actifs dans le sujet et le secteur de la gestion des déchets. Pour ceux ou celles qui n'ont pas pu nous suivre ce matin, je vous donne rendez-vous sur notre plateforme. Plus tard la journée ou demain, vous trouverez l'enregistrement en ligne. Et pour ceux ou celles qui demandent plus d'informations sur nos panélistes, je vous invite vivement à nous écrire pour avoir plus d'informations. On pourrait partager leurs coordonnées avec plaisir. Je pense que ce n'est qu'un début aussi d'une continuation de collaboration avec tous les panélistes qui sont avec nous. On continuera bien évidemment de travailler sur le sujet l'année prochaine, et je suis sûr qu'on pourrait trouver des solutions alternatives qui pourraient améliorer la gestion des déchets en Afrique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne
rendez-vous demain pour une nouvelle conférence qui sera sur les ressources naturelles, la gouvernance des ressources naturelles, demain à 11 heures. C'est accessible dans la plateforme de transformafrica.ma. Et l'après-midi, on discutera les recommandations de la transformation sociale et écologique en Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces débats demain. Et à très bientôt. Bonne journée et merci, au revoir. Merci. Au revoir.